Et salut à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ 20K, donc je vous avais demandé votre avis dans un des posts il y a un peu plus de 2 mois je crois, et pour la plupart d'entre vous, vous étiez chaud pour une FAQ, du coup c'est parti, vous m'avez posé des questions et je vais essayer d'y répondre le plus succinctement possible. Allez, alors c'est parti tout de suite pour la première question. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de cette chaîne YouTube? Alors en fait, l'idée de cette chaîne YouTube m'est venue principalement quand j'ai découvert que les gens souvent étaient pro-nucléaires pour les mauvaises raisons, ou étaient anti-nucléaires aussi pour les mauvaises raisons. Donc l'idée, c'était de créer une chaîne YouTube qui allait donner des arguments précis, concrets et vérifiables pour pouvoir se faire un avis de meilleure qualité, avec des arguments de meilleure qualité. Histoire que si on est pour ou contre quelque chose, on le faisait avec de bons arguments. Et finalement, plus le temps a passé et plus je me suis rendu compte que c'était très intéressant de se focaliser sur des sujets en particulier, mais en fait, il pouvait aussi être intéressant d'aller regarder sur les mécaniques qu'il y a sur les arguments de qualité et les arguments de moins bonne qualité. Donc moi, j'appelle des arguments de moins bonne qualité des arguments qui sont, on pourrait dire, malhonnêtes, et certains diront que c'est des arguments qui servent à persuader, donc qui jouent sur les émotions et des choses comme ça. Et donc, ce que je me disais, c'est qu'en vulgarisant l'ensemble des sujets qui traitent de la manipulation et de la rhétorique et aussi d'esprit critique, en mixant tout ça, on pourrait avoir des avis plus éclairés sur l'ensemble des sujets qui entourent notre société. D'où te viennent tes idées de vidéos? Mes idées de vidéos, elles viennent littéralement de mon quotidien, de ce que j'ai envie de partager, de ce que j'ai remarqué. Si par exemple, à force de discuter avec des amis, je me rends compte qu'il y a une mécanique qui est assez redondante de mauvais raisonnements, je me dis que ça pourrait être intéressant d'aller investiguer là-dessus et de vous le partager. Où trouves-tu les infos pour tes vidéos? Voilà, de partout, que ça soit dans des bouquins, des conférences, des chaînes YouTube, des articles, de médias classiques, de médias scientifiques. Voilà, je vais vraiment de partout. Est-ce que tu vis de tes revenus YouTube ou envisages-tu de le faire? Alors, derrière cette question, il y a l'idée que j'ai des revenus sur YouTube alors qu'en fait, je ne touche pas un seul centime de YouTube. Je gagnais quelques euros à l'époque où j'étais YouTube Partner, où je faisais des vidéos longues, mais il faut savoir que pour l'instant, YouTube ne rémunère pas les vidéos courtes. Et aujourd'hui, vu que je me suis quand même positionné sur les vidéos courtes, je ne gagne pas d'argent. Et pour gagner de l'argent avec des vidéos courtes, en fait, il faudrait que je fasse des millions de vues. À la louche, on estime qu'il faudrait que je fasse 3 millions de vues par mois, ce qui n'est pas du tout mon cas. Sur Instagram, pareil, je ne touche pas un centime. Il n'y a que sur TikTok où en 2 ans, j'ai dû gagner quelques centaines d'euros. Aujourd'hui, c'est pas du tout assez pour en vivre. Donc ouais, moi personnellement, j'aimerais beaucoup pouvoir faire ça à plein temps, et même en vivre, mais donc il faut que je réfléchisse à des business models qui sont adaptés à mon contenu. Donc il en existe plein de différents. Pour l'instant, c'est en méditation, mais ouais, j'aimerais beaucoup pouvoir en vivre. Comment a évolué le contenu de ma chaîne avec les années? On peut voir un petit peu le cheminement de ma pensée, finalement, avec les vidéos que j'ai postées. On voit au début que j'avais cette envie de prendre toujours le contre-pied de choses qu'on pensée acquise, quand ma première vidéo c'est le nucléaire c'est trop bien, il y avait quand même cette pensée dominante que le nucléaire c'était nul et tout ça, et au fur et à mesure du temps, ce format là m'a un petit peu valu beaucoup trop de haine en commentaire, ce qui était normal, parce que c'était un format qui était très provoquant, chaque fois prendre le contre-pied, amener aussi de l'agressivité, et finalement le résultat que je voulais c'était des débats construits, avancer des arguments, tout ça, et peut-être que je suis pas certain d'avoir atteint mon objectif. En revanche, avec le format court, je me suis rendu compte que j'avais atteint un objectif qui était complètement différent, c'était de vulgariser des concepts qui servaient de briques, mais qui étaient beaucoup plus rentables intellectuellement. C'est-à-dire que quand on travaille sur un petit concept, quand on travaille sur un sophisme, quand on travaille sur une mécanique de manipulation, en fait, on se rend compte que ça, c'est généralisable à énormément de choses, et j'ai l'impression que ça aide presque plus au quotidien que de faire sur des vidéos sur des sujets peut-être parfois trop spécifiques. Quid de YouTube Game, comment es-tu arrivé à te faire une place dans cet univers hostile? J'avoue que personnellement, je n'ai pas l'impression de m'être fait une place sur YouTube. Je pense que vous êtes pas mal à me suivre et à regarder mes vidéos quand elles sortent, et ça me fait vraiment très plaisir, mais aujourd'hui, je pense pas être vraiment quelqu'un qui est dans le YouTube Game, proprement dit. Je pense que sur Instagram, oui, j'existe, sur TikTok, j'existe, sur YouTube. Pour l'instant, je suis pas certain d'exister vraiment en tant que créateur de contenu
contenu, mais peut-être un jour. Quelle chaîne YouTube recommanderais-tu? Pas forcément d'esprit critique ou de rhétorique d'ailleurs. Hors esprit critique et rhétorique, les chaînes que je conseillerais, j'en ai deux en tête. Pour moi, il y en a une qui est très intéressante, c'est la chaîne de Eureka. C'est vraiment, je trouve, le crossover qu'il faut entre science et économie. Et moi, par exemple, qui ne suis pas très à l'aise avec les problématiques liées au marché financier et tout ça, ça me permet d'avoir un niveau de vulgarisation et un niveau de précision qui me convient bien, et ça me permet d'éviter de dire trop de bêtises quand on parle d'économie. Et je trouve que c'est une chaîne très qualitative et on comprend très bien. Et après, dans à peu près la même mécanique de vidéo, il y a Le Réveilleur. J'ai dû en faire la pub 1000 fois sur la chaîne. Lui, par contre, c'est de l'écologie vue par quelqu'un de scientifique. Quand tu as vu toutes les vidéos de Rodolphe, derrière, tu peux te dire que tu as une photo globale pour comprendre un petit peu l'écologie, les problématiques, l'énergie, etc. Voilà pour mes recos. Sinon, après, les chaînes zététiques, les chaînes de rhétorique, les plus connues, de toute façon, vous les connaissez. Perso, je me demande d'où vient cette passion pour la rhétorique. Pour moi, c'est un petit peu comme demander à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il aime le chocolat. Je sais pas trop d'où ça me vient. En tout cas, ce que je sais, j'aime bien comprendre pourquoi quelqu'un est plus convaincant qu'un autre. Et je pense qu'au quotidien, c'est quelque chose que j'aime bien faire, réussir à convaincre les gens. Je pense que c'est ça. Je saurais pas trop quoi dire de plus. Est-ce que tu utilises la rhétorique régulièrement au quotidien, dans une discussion avec tes proches, une dispute avec une autre personne? C'est marrant parce que je pense que je m'en sers beaucoup dans le milieu professionnel pour être le plus carré possible. En revanche, avec mes proches, j'ai quand même la plupart du temps très peu de patience et j'ai pas envie de rentrer dans des procédés d'argumentation. Et donc j'ai plutôt tendance à m'engueuler facilement avec mes proches plutôt que de vraiment essayer de les convaincre ou de les manipuler. Si je le fais, c'est pas du tout intentionnel, alors qu'en fait je devrais, parce que je pense que je m'engueulerai moins avec certains de mes potes, dont certains se reconnaîtront, et ça me permettrait d'avoir des discours plus apaisés, et ça me permettrait peut-être aussi de les aider. Je me rends compte finalement que parfois je vais peut-être prendre plus de temps et aider plus des gens avec qui j'ai pas de lien affectif, alors que des gens avec qui j'ai un lien affectif fort, je vais avoir tendance à mettre les pieds dans le plat tout de suite. Alors comment reconnaître un sophisme? Bon, alors là, moi, ma technique qui doit marcher, je pense, j'ai pas fait de stats, de calcul ou quoi, mais je pense que c'est une technique qui doit marcher quand même quasiment tout le temps, c'est de faire une analogie logique. C'est de se dire, est-ce que il y a d'autres cas où ce sophisme dit l'inverse de ce qu'il est censé dire? Si je me rappelle bien, normalement, c'est le principe de non-contradiction d'Aristote. Si A donne B, et si A donne non B, alors il y a un problème. C'est pas possible. On peut pas avoir la même chose qui donne deux résultats différents, même opposés. Et finalement, je pense que c'est un peu ça qui me permet d'identifier la plupart des arguments fallacieux. Et si je prends un exemple, c'est naturel, donc c'est bon pour la santé. Ça, c'est une mécanique. Et est-ce que tout ce qui est naturel est bon pour la santé? Bah non. Donc l'argument c'est naturel, c'est bon pour la santé n'est pas un argument. Ça, c'est très manichéen, c'est très noir ou blanc, c'est très binaire. En tout cas, ça permet d'avoir une idée rapide. Si tu veux aller plus loin, il faut aller plus loin dans les mécaniques de raisonnement et de se dire que tout n'est pas vrai ou faux à 100%, à 0%. Il y a de la nuance à apporter et c'est notamment ce que nous apporte le raisonnement bayésien. Franchement, j'y ai réfléchi à le résumer dans un format de moins d'une minute. Pour l'instant, je m'en sens pas capable tellement c'est complexe. Mais j'y travaille. La rhétorique et l'esprit critique paraissent selon certains, pas forcément youtubeurs ou zététiciens, être le meilleur moyen d'avoir le dernier mot et de prouver que nos propos sont justes. Qu'en est-il vraiment? N'est-ce pas illusoire? Alors je pense, et donc là c'est un avis personnel, mais je pense qu'il est illusoire de vouloir avoir le dernier mot dans un débat. Je pense que le plus important, c'est de semer des graines de réflexion dans la tête des gens. Et j'en parlais tout à l'heure un peu du raisonnement bayésien, cette idée que faire passer quelqu'un de je crois, je ne crois pas, pour moi c'est quasiment impossible dans le cadre d'une discussion, puisque une personne peut avoir mis des années à se faire son opinion. C'est pas en une discussion sur l'homéopathie que vous allez la convaincre que l'homéopathie c'est mal. Enfin c'est mal, c'est inutile. En revanche, si vous lui semez des graines de doute, elle va progressivement entendre ces arguments. Et si c'est quelqu'un qui veut avoir un bon matériel pour se faire un avis, ça va germer petit à petit jusqu'au jour où il va y avoir l'argument massu qui va la faire passer de j'y crois, j'y crois pas. Moi personnellement, j'ai deux exemples autour de moi que je connais. Donc il y a Matador qui en a parlé sur une de ses dernières vidéos. Il a essayé de convaincre quelqu'un que l'homéopathie n'était
pas plus efficace qu'un placebo, avec des preuves, en lui parlant des sophismes, des biais cognitifs et toutes ces choses-là. La personne était complètement fermée. Et un jour, cette personne-là voit le sketch de Jérémy Ferrari sur l'homéopathie, et là, ça a fait tilt. Je pense que Matador, quand il a donné tous ses arguments, il a fertilisé le cerveau pour que le jour où il y ait l'argument déclencheur, il puisse passer d'un point à un autre. Là, c'est ma théorie personnelle, et il en parlera sûrement bien mieux que moi. Moi, autour de moi, c'est la même chose avec le nucléaire. J'ai un ami qui a toujours été plus ou moins contre le nucléaire, et a beaucoup débattu, je lui ai donné beaucoup d'arguments, de matière et tout ça, et il a toujours été un peu sceptique, et puis un jour il est tombé sur la vidéo de Jean-Marc Jancovici qui l'a fait passer de l'autre côté de la barrière. Donc dites-vous bien que si vous êtes face à quelqu'un, pensez plutôt à semer des graines de réflexion, et n'essayez pas de le faire changer d'avis, ou même d'avoir le dernier mot. En fait, je trouve ça ridicule de vouloir toujours avoir le dernier mot. En revanche, il faut aussi savoir suspendre son jugement, parce que il y a un proverbe que j'aime bien, c'est que s'il y a que des cons dans la pièce, c'est que c'est probablement nous le con. Et mine de rien, ce proverbe est intéressant parce que il nous oblige à nous reposer la question de temps en temps, est-ce que c'est pas nous qui faisons fausse route? Hashtag billet de confirmation. Entre TikTok et YouTube, où tu publies, quels sont les avantages et inconvénients des deux plateformes? En réalité, je publie aussi sur Instagram. Les avantages de TikTok, c'est que même si c'est dérisoire, on gagne quand même un tout petit peu d'argent, donc ça c'est cool. La viralité de TikTok est incroyable, il y a un potentiel de viralité qui est dingue, et c'est quand même agréable quand on est créateur de contenu que notre contenu soit vu par des gens. On se rend pas forcément compte de votre côté, mais quand on sort une vidéo et que personne ne la regarde, c'est du travail, et c'est vrai que ça peut être très frustrant. C'est notre faute, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on a ce côté un petit peu égocentrique de se dire j'ai fait un certain travail, j'aime bien qu'il soit vu par le maximum de monde. Ça, c'est vrai que TikTok a ce potentiel de viralité là. En revanche, sur TikTok, il y a zéro constance, et on ne peut pas créer de lien avec la communauté. Ça, c'est vraiment horrible. C'est-à-dire que ne pas pouvoir communiquer ce que j'ai envie à la communauté, c'est quand même très très frustrant. C'est-à-dire que si je sors une vidéo, j'ai beau avoir plus de 160 000 abonnés, ma vidéo ne sera pas montrée, et mes abonnés n'auront pas du tout la possibilité, s'ils vont pas sur mon profil, en fait ils sauront même pas que ça fait des semaines que je sors 2 vidéos par semaine. Je croise parfois des gens qui me disent ah trop bien, tu fais des vidéos, ça fait longtemps que j'ai pas vu tes vidéos. Je fais bah j'en sors 2 par semaine. Voilà, donc ça c'est vraiment la petite frustration, c'est que c'est très difficile de créer une communauté et de créer du lien sur TikTok, là où sur YouTube bah évidemment c'est beaucoup plus facile. La promiscuité sur YouTube avec la communauté est beaucoup plus forte, et puis il y a le fait de pouvoir faire du contenu long. Ensuite au niveau YouTube, c'est beaucoup plus fun, notamment en ce moment je suis dans le programme de YouTube Short organisé par YouTube. Je suis invité là, donc quand la vidéo sortira, ce sera peut-être déjà passé. On a des événements, on a des conf calls avec les autres créateurs et tout, donc voilà, il y a une animation que je n'ai pas du tout avec TikTok. Et ça c'est vraiment très très cool. Et sinon après, bah, pour l'instant c'est avec le réseau sur lequel je me sens le plus à l'aise, c'est plutôt sur Instagram, parce que là pour le coup, le lien est peut-être encore plus fort que sur YouTube, parce que justement avec le fait que qu'on puisse faire des posts, faire des stories, et surtout le fait qu'on puisse me contacter en message privé permet aussi de pouvoir échanger plus facilement avec vous. Donc j'ai l'impression que j'arrive un peu plus à créer du lien. Et en fait, pour moi, le plus important quand même de créer des vidéos, c'est que de voir que mes vidéos servent à quelque chose. Donc chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients, mais voilà. Donc pour moi, YouTube et Insta, c'est vraiment pour créer une communauté et créer du lien avec chaque personne. TikTok, c'est difficile de créer du lien avec des personnes en particulier, vu que la relation est très très éphémère. Voilà. Alors ton site internet est-il à l'abandon? Oui, on peut le dire, hein, on va pas se mentir, oui il est à l'abandon. J'aimerais vraiment pouvoir m'y remettre. Déjà, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je ne fais que 2 vidéos par semaine et ça me prend déjà énormément de temps. Clairement, j'aimerais en fait pouvoir les vulgariser en articles pour qu'ils soient disponibles tout le temps, parce que là, je trouve que la grosse difficulté du contenu court, c'est qu'en fait c'est un contenu qui est éphémère et c'est très difficile de le retrouver avec le temps. Et j'aimerais pouvoir créer comme ça, parce que j'ai dû faire quasiment 200 vidéos, mais j'aimerais du coup pouvoir les mettre à disposition pour les gens qui veulent se rappeler. Tiens, c'était quoi déjà l'homme de paille? Paf, ils vont sur le site, ils tapent homme de paille, ils retombent dessus. Ils sont pas obligés de revoir toute la vidéo, ils peuvent aller juste rechercher. Mais bon, voilà, ça c'est du temps. Et c'est vrai que quand on ne gagne pas un centime et qu'on fait tout sur son temps perso, malheureusement c'est pas une priorité, mais clairement j'adorerais. Et un des projets en plus que j'ai avec le site internet, mais ça c'est vraiment dans ma tête, c'est que j'aimerais pouvoir
pouvoir créer une newsletter qui permet de faire des rappels de concepts. Pour certains, vous vous rappelez peut-être, j'ai fait une vidéo sur la courbe de l'oubli, et clairement, quand tu vois une vidéo d'une minute qui vulgarise un concept, si tu n'en entends pas reparler dans les semaines à venir, il y a de fortes chances que tu oublies ce concept aussi vite que tu l'as appris. Et donc j'aimerais pouvoir faire en sorte que les concepts que je vulgarise deviennent des briques de connaissances qui restent gravées à tous les gens qui sont motivés, quoi. Donc voilà, ça fait partie des sujets auxquels je réfléchis, mais auxquels j'arrive pas encore à accorder du temps. Ça se gère comment une double vie d'ingénieur et youtubeur? En gros, la double vie, c'est facile, hein. Le temps libre habituel que les gens prennent pour faire des loisirs ou quoi, moi je le passe à apprendre des trucs et à écrire des scripts et à tourner des vidéos et à vous les montrer. Voilà. C'est comme ça que ça se gère. Comment s'appelle la licorne en peluche sur l'étagère? C'est Papuche. Alors là, non, la lumière est dégueulasse, mais c'est Papuche. C'est la licorne dans Moi Moche et Méchant. J'ai dû la gagner, je me rappelle même plus, j'ai dû la gagner dans une machine à pince à Aix-en-Provence, quelque chose comme ça. Tu sais, les trucs, tu payes littéralement la peluche tellement tu joues avec. Pourquoi le nœud pape? Alors ça, c'est marrant, hein, c'est une question que j'ai souvent. Quand on me pose la question, je dis toujours que c'est une référence à Doctor Who, parce que c'est vrai, j'aime beaucoup, je suis un grand fan de Doctor Who, et notamment de Matt Smith, qui pour moi est le meilleur docteur, même si plein de gens vont dire que c'est David Tennant, mais je suis désolé, la saison avec la rousse a été toute pourrie. À cause de ça, Matt Smith reste mon docteur préféré. Ton site parle beaucoup d'écologie, est-ce que le sujet t'intéresse-t-il toujours? Alors, mais complètement. Je pense que l'écologie, c'est un sujet ultra important. Et je pense qu'il n'y a pas assez de scientifiques qui parlent d'écologie avec un regard scientifique. Je suis persuadé, pas convaincu, je dis bien persuadé, que la vidéo qui va dire aux gens qu'il faut couper les veilleuses des télés coûte plus en énergie sur les data centers, sur le temps de visionnage, que le gain qu'il va y avoir à éteindre les veilleuses. Je pense que l'écologie a un vrai besoin de personnes comme Jean-Marc Jancovici, mais des gens qui vont réfléchir l'écologie de manière intelligente et qui vont pas gaspiller leur salive à donner des conseils complètement inutiles. Ça, c'est une partie. La deuxième partie, c'est que moi, j'avais pris un parti pris de critiquer les mauvaises démarches écologiques. Mais en fait, plus le temps est passé et plus je me suis rendu compte que le concept n'était pas compris, tout simplement parce que je l'exprimais mal. J'ai reçu beaucoup de messages me disant mais pourquoi tu critiques les gentils, eux au moins ils essayent de faire, pourquoi tu critiques pas les méchants? Alors qu'en fait moi mon but c'est pas de critiquer les gentils, mon but c'était qu'on soit capable de suspendre son jugement même quand c'est les gentils qui parlent. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est gentil qu'il a le droit de mentir, tout simplement. Et donc toujours c'est savoir suspendre son jugement. Quand je fais une vidéo le plastique c'est trop bien, c'est évidemment pas une vidéo sponsorisée par le lobby du plastique. Le but c'est plutôt de se demander pourquoi est-ce qu'on en est arrivé au plastique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y avait avant et pourquoi on est au plastique aujourd'hui? Et pourquoi ça peut être très difficile de revenir au système de consigne? Le premier point, c'est que je pense qu'on ne parle pas assez d'écologie avec la science, donc c'était un petit peu ça mon idée de base. Le deuxième point, c'est que mon axe était un peu trop dur et était mal compris parce que mal expliqué. Clairement, c'est complètement ma faute. Et le troisième point, c'est que je pense on a assez parlé de sensibilisation. Je pense que maintenant, il faut passer à l'action. Si aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne croient pas qu'il y a un problème avec l'environnement, là, malheureusement, on peut, je pense, pas faire grand-chose pour eux. Et c'est là où je trouve plus intéressant de travailler sur la rhétorique, les preuves scientifiques, pour convaincre ces gens-là qu'il faut faire quelque chose. Donc le sujet m'intéresse toujours, mais je réfléchis plutôt à des arguments concrets pour aider au quotidien concrètement, plutôt que de vouloir faire de l'écologie pour parler d'écologie. Voilà, tout le monde a compris les limites de la voiture électrique, tout le monde a compris le problème des terres rares, tout le monde a compris que... Puis, moi, comme je le disais tout à l'heure, le réveilleur a fait un excellent travail sur le sujet. Voilà. Pour l'écologie, vaut-il mieux ouvrir plus de centrales nucléaires ou remplacer les centrales nucléaires par des centrales à charbon / éoliennes? Moi, je vous conseille vivement d'aller vous renseigner et d'écouter, voilà, notamment des Philippe Biwix, des Jean-Marc Jancovici, des Rodolphe Meyer, le réveilleur, pour vous faire une idée sur la question. Mon avis personnel, c'est évidemment qu'il ne vaut mieux pas partir sur des ouvertures de centrales à charbon pour sortir du nucléaire, mais il faut parfois réfléchir. Le modèle allemand n'est peut-être pas si bête que ça si on se pose les bonnes questions. Je m'explique, ils ont peut-être fait un énorme sacrifice sur le charbon, mais en attendant, probablement que peut-être d'ici 15 ou 20 ans, c'est mon avis personnel, attention, peut-être que d'ici 15 ou 20 ans, ils vont trouver un équilibre où finalement, leur renouvelable, plus barrage, plus d'autres trucs, parce qu'ils auront fait plein d'investissements, peut-être va être pas si mal que ça et le sacrifice du charbon aura été payant. Moi je trouve que de notre côté, en France, on n'a fait aucun choix, on a complètement fait des non-choix et on sait pas quoi faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas construit de
nouvelle centrale. Donc on nous dit on fait du nucléaire, mais bon, ça fait 30 ans qu'on fait plus de nucléaire en France. On nous ferme Fessenheim, bah oui, il faut arrêter le nucléaire. Bon bah ok, et puis là on nous dit qu'il faut reconstruire des centrales. Sauf que construire une centrale, c'est quoi? C'est 10, 15, 20 ans pour les construire, c'est trop tard quoi. Donc, je sais pas, je pense qu'on peut critiquer les autres, mais avant de critiquer les autres, je pense qu'il faut aussi qu'on regarde chez nous, que nos gouvernements prennent le sujet en main et fassent quelque chose. Hein. Il y a plein de problèmes chez nous sur la gestion de l'énergie, mais c'est qu'un avis personnel. Allez voir des experts du domaine. Qu'est-ce qui est le plus écologique, une voiture électrique ou une voiture à essence? Encore une fois, je vous conseille d'aller voir les vidéos du Réveilleur sur le sujet, mais de ma perspective, une voiture électrique en France, ça reste toujours mieux qu'une voiture à essence. Tout simplement pourquoi? Parce que notre électricité est sûrement une des plus décarbonées du monde, au moins d'Europe. Donc notre électricité elle est propre, la voiture certes elle est pas forcément ultra propre, on est d'accord? J'ai déjà fait une vidéo, je pense sur les terres rares, mais ça restera toujours moins pire que une voiture essence. En revanche, une voiture électrique en Chine où la plupart de l'électricité vient du charbon, bon ben là oui, là c'est ridicule, oui. Une voiture électrique en Allemagne, c'est probablement très ridicule aussi. Voilà, vous comprenez? Sinon, bah j'ai fait quelques vidéos qui vulgarisent la chose sur ma chaîne. C'est fini, 50 minutes de rush. J'espère que vous avez dit des trucs intéressants. Voilà, écoute, bah merci d'être resté jusque là, c'est incroyable. Vous faites partie de l'élite. Bon, en tout cas, merci de me suivre, merci d'être là, merci d'être toujours au rendez-vous quand je sors des vidéos. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous avez des suggestions aussi de vidéos courtes. Les vidéos longues, pour l'instant, ce sera pas encore pour tout de suite. Donc en tout cas, bah, c'est un plaisir, toujours un plaisir de faire, d'interagir avec vous. Et pour ceux qui veulent voir un peu plus de contenu, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, parce que là-bas, bah, j'y poste plus d'anecdotes, je poste des stories, et puis c'est vraiment l'endroit où je suis le plus actif comme réseau social. Voilà, des bisous!